I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. What are those? Dior clothes. It's fashion art. Dude, fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know? That's all. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va toujours. Et vous? Ça va très bien. On est très content de te recevoir. Full disclosure, on te re-reçoit. Oui, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. On avait enregistré un épisode audio avant l'été, qui n'est jamais sorti, qui était pourtant exceptionnel. C'était légendaire. Ouais, de ouf. C'était iconique. Mais on voulait que les gens puissent t'avoir au son et à l'image. C'est gentil. Donc merci d'être venu. C'est moi, merci de m'inviter à nouveau du coup. Nous raconter ta vie. Du coup, tu sais comment ça se passe, tu sais comment on commence. On commence par ton enfance, enfin ton parcours scolaire. T'étais comment déjà au lycée, tout ça? Déjà, d'où tu viens, où t'as grandi et quel type d'élève t'étais à l'école? Donc moi, je viens de Sarcelles, donc 95-200, dans le département du Val d'Oise. 95-200. Eh oui, là, tous ceux les amoureux du rap savent que le secteur A était de là-bas, Passy et consort. Donc moi j'ai grandi là-bas et quel genre d'élève j'étais? J'étais un élève en fait assez... j'étais rigolo et puis surtout je percutais vite quoi. Donc j'ai jamais vraiment fait d'efforts à l'école. Ah cool. Donc j'ai eu de la chance on va dire de ce point de vue-là. Et après je passais l'essentiel de mon temps à bavarder en classe. Et, comme c'est étonnant. Est-ce que t'étais du genre bon élève mais trop bavard, c'est ça? Exactement. Il y avait écrit bavardage sur les bulletins. Exactement, attention bavardage. Bien sûr. Et je ratais toujours les félicitations pour ça, mais je m'en foutais. En tout cas, j'essayais de m'amuser un temps que peu, tu vois. Donc voilà. Donc la vie sarcelloise en cité, comme pas mal de personnes, je pense. Et j'ai essayé, comme tout bon petit qui se respecte, d'écouter ses parents et de dire ok, l'école c'est important. On essaie un peu d'être concentré, de faire le minimum syndical. Je sais pas si c'est tous les petits, mais ouais. En tout cas, qui font des efforts. Ok, je me sens visé là. Non, il n'y a pas de règle. On va dire que moi, comme je percutais vite à l'école, en vrai, c'était le moins que je puisse faire, on va dire. Ouais, donc la scolarité, ça glisse. Franchement, la scolarité, ça glisse. Ouais, parce que jusqu'à... Je pense que c'est quand j'arrive en Parce que tu passes un bac quoi? Moi, je fais un bac ES. Ok, ouais. Donc moi, je fais un bac ES parce que comme tout mec qui était bien orienté, je ne savais pas quoi faire à la fin du collège. Ouais. Donc on m'a dit fais des lettres et je me suis dit non, je peux pas me retrouver à faire des lettres parce que autant j'aime lire mais je sens que ça va me faire chier et je suis pas matheux du tout. Donc je me suis dit bon fais-le entre les deux. Je me suis retrouvé en ES et voilà, j'ai eu mon bac et je me suis retrouvé à la fac d'histoire à Cergy-Pontoise au Chêne et ensuite j'ai enchaîné avec un master en documentation parce que j'adorais fouiner. Ouais. Et donc c'était ce qui me correspondait le plus à ce moment-là. Et master documentation, ça consiste en quoi? Donc en fait l'idée c'est que c'est un master en fait sciences de l'information. Et donc c'est un master dans lequel on t'apprend à repérer l'information, chercher l'information, mettre à disposition l'information et tu la cherches partout, dans les livres, dans les bouquins, dans les sources audiovisuelles, dans les sources numériques, etc. Donc je crois que j'ai des copines qui ont dû faire ce master pour trouver ce qu'ont fait leurs mecs. Elles sont devenues modératrices sur Instagram. Ça a épluché les DM. Ah ouais. C'est ça. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un premier master comme ça et après j'ai fait la même chose, je me suis spécialisé dans l'audiovisuel. Donc je me suis retrouvé à l'INA, c'est le petit carré blanc là que vous voyez là, sur toutes les chaînes de télé. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite... Ça se développe à mort en ce moment d'ailleurs, l'INA. Ils ont lancé des chaînes, de fou. Je suis trop content. Des partenariats, j'ai vu. Je suis trop content parce qu'ils ont, c'est un peu comme à l'image d'Arte, c'est qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose dans le digital et qu'en fait c'était une opportunité pour même pas communiquer autrement, c'est juste partager l'information autrement que qu'en se disant je vais filer une cassette, je vais filer des images pour le bêtisier là qui va passer le 31 décembre, tu vois. Il y a quand même d'autres choses à faire. Et ce qui est cool et ce qui marche bien, c'est qu'ils mettent ça en résonance avec l'actualité. Parce que souvent enfin c'est même pas une critique, c'est souvent on dit les choses du passé c'est les choses du passé, sauf que grâce à des institutions comme l'INA, on se rend compte que il y a des choses
qui existe depuis très longtemps et qui se répète aujourd'hui, mais d'une manière un peu différente. Et c'est comme ça que je suis arrivé, moi, dans la doc, en vrai. Hein. C'est que, comme toute personne qui s'intéresse, parce que moi, je m'intéresse à plein de choses en même temps. Et quand tu essaies un peu de remonter le fil, comme dans le rap, tu essaies de retrouver les samples à l'ancienne, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ont existé, il y a plein de choses qui ont été dites, il y a plein de choses qui sont redites. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'arrive dans la documentation, tu vois. Et donc, je fais mon Master 1 à Saint-Denis, et donc après, je me spécialise dans l'audiovisuel à l'INA. Et à l'INA, je me dis, bah, en fait, j'aime trop ce qui se passe aujourd'hui, j'aime trop ce qui se passe avant, qu'est-ce qui marche ensemble, et je me retrouve à être dans la télé. Donc c'était. Parce que là, tu rentres en stage à l'INA, c'est ça? Non, c'est une autre formation. Donc un autre master sur 2 ans, du coup. Donc en partenariat avec l'INA, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Exactement, donc c'était le master gestion de patrimoine audiovisuel et numérique qui se lançait, je crois qu'il avait 3 ans. Et moi, je débarque un peu dans ce contexte-là. J'avais déjà fait mon stage à ITélé à l'époque, donc j'étais en pige en même temps, et à l'INA. Et donc je faisais les deux en même temps, donc ça me permettait de... En plus, pour le coup, c'était vraiment... J'apprenais mes trucs à l'INA, je les mettais en pratique quasi dans la foulée dans les chaînes audiovisuelles, tu vois. C'est génial, ça. De ouf. Franchement, si vous avez la possibilité, les mecs, faites de l'apprentissage. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Ah, ok, d'accord. Donc, tu étais en apprentissage? Non, moi, je travaillais. Okay. Donc, j'étais en pige à l'époque. Donc, le système de pige, c'est un peu comme de l'intérim, hein, dans un système un peu plus classique, où on t'appelle en fonction des besoins et tu débarques sur la chaîne en question et tu viens et tu travailles. Donc, moi, je faisais les deux. Donc, j'étais à l'INA et en même temps, j'étais en pige. Bah ouais, hein, la vie rapide parce que, j'ai pas le choix. Et puis ça me permettait aussi d'apprendre en même temps, de gagner du temps sur l'apprentissage et sur l'insertion dans la vie professionnelle aussi. C'était quoi l'ambiance ITélé à cette époque-là? C'était la belle ambiance ITélé. Et donc ITélé, pour ceux qui ne connaissent pas, exactement. C'était la chaîne d'information de Canal+. Aujourd'hui, vous la connaissez sous un nom peu glorieux qui est CNews. Mais avant CNews, c'était une vraie chaîne d'information avec des vrais gens et on faisait de la vraie info. Il n'y avait pas Pascal Pro encore. Sur la fin, si, je l'ai croisé moi. Mais il commentait le foot ou il commentait le foot, c'était bien aussi quand il faisait du foot. Et il aurait dû rester à ça. Ouais, et c'est surtout que c'était beaucoup moins éditorialisé qu'aujourd'hui, c'était beaucoup moins marqué à droite, pour ne pas dire les choses plus durement. Et donc c'était très cool, et surtout, moi je suis arrivé sur, je dis la fin de l'époque Canal, où il y avait, tu sais, un peu le grand journal de Denisot, c'était là déjà. Ouais. C'était cool, donc on avait plein de petits programmes comme ça. Et c'était hyper cool, c'était hyper... j'ai appris beaucoup, puisque c'était... je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, hein, mais en tout cas, ils étaient encore dans cette dynamique où limite t'es jeune, mieux c'est quoi. Plus t'es jeune, mieux c'est, on te donne des trucs, t'apprends des trucs, c'est ça. On te donne ta chance, et ça c'est cool, hein, parce que moi j'ai fait de la doc, du coup, j'étais documentaliste, vraiment. Donc l'idée c'était de mettre à disposition des images aux journalistes qui préparaient leur sujet. Donc pour schématiser, t'avais un journaliste qui disait ah ouais, je prépare un sujet sur l'intifada, et moi j'étais le mec derrière qui disait ok, donc si tu prépares ce sujet, t'as besoin de ça, est-ce que tu es au courant qu'il y a ça qui s'est passé, est-ce que tu es au courant qu'il y a ça qui s'est passé, et t'allais chercher les vidéos qui correspondaient au mieux pour son sujet. Et c'est trop cool parce que du coup c'est un taf de fourmi, ça. Ah ouais, vraiment. Et moi je kiffe ce genre de truc. Et surtout, ça m'a permis d'avoir une culture G, mon gars. Ah ouais, j'imagine. Je suis passé de 0 à 100 en laisse tomber. Ça, c'est la folie, ça. Ouais. Et tu bosses avec des gens. Vas-y. Qui sont juste plus âgés que toi. Et du coup, qui connaissent plus de choses que toi. Ouais. Et si t'es un petit peu alerte, ça te fait gagner du temps grave. Ouais, de ouf. Est-ce que t'es du genre à avoir une mémoire à long terme? Ou est-ce que tu bûches sur des trucs et genre là, si je te pose une question sur un sujet que t'as travaillé il y a 5 ans, tu vas t'en souvenir ou pas? A priori, ouais. Sauf si je deviens sénile. C'est que j'ai une bonne mémoire à long terme. Okay. C'est que je sais pas d'où ça vient. Mais je pense que c'est parce que j'ai travaillé mon cerveau à me souvenir de choses, tu vois. C'est genre, moi, typiquement, j'ai jamais pris de notes jusqu'à très récemment. Ah ouais? Ouais. Parce que, il suffit qu'on ait une conversation, qu'on se soit parlé une fois, j'arrive à te replacer dans un moment, tu vois, et hop, ça reste comme ça, et on peut se revoir dans 5 ans, je sais quand est-ce que je t'ai vu, la conversation qu'on a eue, etc. Et donc ça a été très utile aussi, du coup dans le cadre professionnel aussi, tu vois. Ouais, surtout dans ton taf. Moi c'est bizarre, il y a des trucs, je sais que mon cerveau, il est en mode
je nettoie. Ouais. C'est pour faire de la place, ouais. Bah ouais, c'est en fait. Sinon, à la fin, ouais. je suis. Et tu sais trop d'infos. qu'il y a des acteurs qui fonctionnent comme ça. Genre, moi j'ai écouté une interview de Pierre Ninet qui était très intéressante, où il disait que pour certains rôles, genre le ruban blanc dans lequel il a joué avec Michael Haneke, il a dû apprendre l'allemand. Et il a appris l'allemand. What? Ça veut dire qu'il arrivait à parler l'allemand à la fin du tournage, et que à la fin de ce tournage, comme il avait un autre rôle à faire, bah il a fait de la place, il a oublié l'allemand, et il a appris d'autres choses. Ouais, mais et les acteurs, beaucoup fonctionnent comme ça. Ouais. Et en fait, parce qu'ils ont besoin de faire de la place. Ouais, Je dis aujourd'hui, tu joues un allemand, le surlendemain, tu joues un pompier, le surlendemain, tu joues un jeune youth. Bah, t'es obligé de faire de la place un peu dans ton cerveau pour faire d'autres choses, quoi, pour remplir. Donc moi, j'essaie d'en faire toi, le j'ai moins l'impression que tu possible. cumules. Ouais. Et parce qu'après, j'ai un fort. cerveau qui est très, j'ai un fonctionnement dans mon cerveau qui est très éclaté. C'est que ça m'a pris du temps à comprendre, mais c'est qu'en fait, j'ai besoin d'accumuler plein de choses. Et tu croises après. Et après, je fais des nœuds, tu vois. Comme le même. Ouais, exactement. Et moi, je suis le mec. Bah, en fait, moi, tu vois, c'est typiquement moi quand j'étais en cours, c'est l'image que j'avais, c'est que j'avais toujours la tête en l'air, je regardais dehors, etc. Et j'avais toujours une oreille qui traîne et je parlais à un mec en même temps. Et c'est du bavardage ou on considère que t'es un peu pas concentré quand tu fonctionnes un peu comme ça. Et en fait, moi, j'avais besoin de faire ça parce qu'après un moment, quand j'étais devant la feuille, bah en fait, moi, je recrachais pas le cours. C'était plein de trucs que j'avais entendus. Et hop, je faisais une sorte de milkshake et je le rebalançais sur la feuille, tu vois. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en fait, quand t'as compris que tu fonctionnes comme ça, ben, moi, je passe vraiment des bons moments à parler avec des gens. Dans le sens où même quand c'est des conversations qui vont pas à terme, ou tu te dis putain, t'as l'impression d'avoir perdu du temps, ou que t'as pas eu l'information que tu voulais, etc. Pour moi, c'est un truc que je garde toujours précieusement, parce que je me dis, ben tu vois là, j'ai pas compris ce qui se passait, mais peut-être que dans 1 semaine, 2 semaines, en fait, le truc va redescendre, tu vas dire, ah mais en fait, c'est ça qui s'est passé, ou je l'ai pas compris comme il fallait le comprendre, ou là j'ai surréagi, ou là j'aurais pas dû réagir. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que ça, c'est mon fonctionnement. Donc t'as une espèce de capacité d'analyse aussi, genre différée de... Ouais. En fait, je m'interdis pas de me dire que voilà, aujourd'hui ça se passe comme ça. Et je m'interdis pas de me dire que dans 3 semaines, bah, peut-être que tu pensais être dans le vrai il y a 2 semaines. Mais en fait, non, ça a évolué et que ça a changé, tu vois. C'est rare de nos jours, les gens ils sont très arrêtés ils se remettent très peu en question sur ce genre de choses, je trouve. Ouais, bah, moi j'essaie de le faire assez régulièrement. Donc je sais que j'ai des défauts, hein, je sais pas pour faire genre je suis parfait, tu vois. Non. Mais que je sais que j'ai ce truc où j'ai besoin parfois de me remettre dans des choses qui se sont passées pour essayer vraiment de comprendre et d'analyser ce qui a marché, pas marché, si j'ai bien agi, pas bien agi, et si ça peut être mieux ou non, que c'est figé à ce moment-là et que ça peut évoluer autrement, tu vois. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça m'a été bien utile parce que du coup, bah, je fais documentaliste, etc. Et c'est ça qui m'a servi dans ma formation de journaliste juste derrière, quoi. Ok. Donc après ça, tu refais une formation? Ouais. Tu reprends des études ou c'est quoi Ça dure combien de temps? Je continue. Moi, je fais tout en même temps. J'ai jamais tout fait en séparé. Donc tout ça se fait entre du grosso modo j'ai le bac et j'ai jamais arrêté jusqu'à mon 2e master en journalisme. Okay. Où là que j'ai fait en apprentissage du coup, et la plus belle c'est que je l'ai fait cet apprentissage je l'ai fait à iTélé parce que j'étais documentaliste et que dans le cadre de la formation à l'INA je croise une directrice des ressources humaines qui s'appelle Frédéric Chemali et qui me dit mais en fait t'as rien à faire, je sais que documentaliste c'est bien mais toi t'es pas documentaliste, t'es journaliste. Et donc elle me dit envoie-moi ton CV, ta lettre de motivation, tu sais le truc là qu'on te fait généralement quand on veut, envoie ton truc, un jour peut-être. Inch'Allah. Tellement. Sauf que, bah, elle, ça a été trop beau parce que du coup, elle a pris mon CV, elle a vraiment poussé, œuvré à ce que je fasse cette formation. Parce que, évidemment, j'avais demandé aux ressources humaines à l'époque, vous pensez qu'il y a possibilité? Comme elle fait, ouais, envoie ton CV. Et elle, c'était la directrice de qu'il faut. Grave. Et elle, j'ai eu de la chance, c'est que c'était la directrice des ressources humaines groupe. C'est-à-dire qu'il s'occupait de toutes les antennes de Canal. Et en fait, je sais pas, parce qu'on s'est jamais parlé. Hein. On s'est parlé une fois. Ah, donc t'es allé au culot, tu l'as attrapé dans au culot, j'ai rien fait. Okay. Dans le sens où c'était les ateliers lettres de motivation
qu'on fait là dans les formations, t'es là en mode waouh, laisse tomber, je vais perdre du temps entre guillemets. En plus j'avais tout fait comme j'avais pas fait ça comme il fallait. Je suis arrivé à la bourre parce que j'avais travaillé la veille et que j'étais arrivé clacos. Donc j'arrive, donc petit bonjour naturel où tu t'excuses, etc. Et donc t'es fatigué, donc t'es moins concentré. Hashtag le grand bavardage, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je me dis bon, en fait cette nana là, j'ai rien fait comme il fallait, tu vois. Et en Pas fait, de pression du coup. Non, aucune. Jamais vraiment de pression, vrai. J'y vais toujours un peu en mode. Non, mais des fois c'est ça qui marche justement. J'y vais toujours en mode vraiment. Détaché. Pas détaché, mais naturel. je suis à zéro. Moi, c'est ce que je me dis toujours, c'est l'image que j'ai dans tout ce que je fais. C'est quoi la frontière entre ça et la nonchalance du coup? C'est que moi, je veux faire ce que j'ai à faire. Ouais. Et si j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est cool. Si j'ai plus, c'est bonus. Ok. Tu vois, donc je suis pas tir au flanc en mode je ne fais rien, ça va arriver, c'est trop cool. Tu vois, je suis en mode ok, il y a des choses à faire, je les fais. Si c'est fait et que le mec est content, c'est trop cool. Si le mec est super content, là, je suis content, tu vois. Et si en plus on me dit putain, je suis trop content et je te propose ça derrière, mais alors là, c'est la royale, tu vois. Donc je me dis au pire, je suis à zéro, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok. C'est là, je pense, la frontière avec la nonchalance. Parce que j'ai toujours aussi essayé de développer ce truc de c'est autant je dis pas rêveur, mais autant j'aime bien réfléchir, etc. Mais je pense comme pas mal de gens, moi si je travaille pas, pour le coup je suis même pas à zéro, je suis à moins, tu vois. Ouais, en effet. J'ai jamais pu c'est pas que j'ai jamais pu compter sur mes parents, c'est juste qu'ils m'ont donné d'autres choses, tu vois. Mes gens, on n'avait pas les moyens. Donc moi je sais que j'ai encore gardé ce truc de si je suis dans la merde, je suis dans la merde, quoi. Ouais, ça travaille, quoi. Tu vois, donc je suis obligé de travailler quand même pour essayer de faire des choses, développer des choses et essayer au moins d'arriver à zéro, comme je dis. Et après, s'il y a du plus, c'est cool, tu vois. Ok, donc cette directrice des ressources humaines, elle te place où dans le groupe? Je suis journaliste, du coup, je deviens JRI. Donc je suis en apprentissage. Et donc le JRI, c'est le journaliste reporter d'image. C'est celui, vous voyez les images, il y a l'homme tronc qui est en face qui tient le micro. Et le JRI, c'est celui qui filme, qui cadre, qui raconte une histoire, qui raconte un fait, un événement avec les images. Donc moi, mon taf, c'était de raconter des histoires qu'avec les images. Donc si tu peux nous expliquer un peu le concept, c'est genre c'est toi qui fais le montage, qui choisit les images et qui fait le voice-over, c'est ça? Ouais, moi je faisais ça à la fin. Donc au départ, le JRI, c'est que par les images. Donc ça veut dire qu'on t'envoie sur un événement, peu importe lequel, et tu dois raconter ce qui se passe de l'événement qu'avec les images. Ça veut dire que toi, tu as regardé les images, tu es censé comprendre ce qui se passe, qui parle, etc. Donc avec les images, ça inclut les interviews évidemment, tu vois. Et donc pour faire vivre ce qui se passe. Et donc le rédacteur à côté, c'est lui qui en général raconte l'image avec sa voix et raconte l'événement et le condense. Et donc sauf que moi, comme je suis un fou et que j'aime tout faire en même temps, je me suis dit bah attends, je peux raconter les histoires avec les images, mais je vais monter ce qui se passe. Et quand j'ai compris à monter les images que je faisais, je me suis dit bah attends, je vais les raconter en fait. Et donc je me suis retrouvé à la fin du coup de tout ça à être JRI, donc on dit trical dans le jargon, donc il faisait tout. Donc je tournais, je montais et je racontais ce qui se passait. Et donc t'entendais ma voix. Donc ça m'a pris 2 ans pour faire ça bien. Donc, en tout cas pour essayer de parfaire, et je continue encore de le parfaire, hein. Donc puisque c'est un métier où donc je pense que je vous apprends rien en disant ça, où vraiment tous les jours on apprend, on essaie d'apprendre des nouvelles manières de raconter, des nouvelles manières d'écrire, des nouvelles manières de tourner. Et donc c'est ce qui fait aussi le sel et l'intérêt de ce qu'on fait, quoi. Et donc je finis mes 2 ans, je fais ça, et après hop, comme on m'a, pour le coup, je suis tombé sur une nana qui m'a pas donné ma chance. Je ne vais pas l'insulter, je suis très poli. Mais donc du coup après je suis rentré classiquement comme pas mal de journalistes dans le métier dans le circuit de la pige, quoi. Où tu vois là tu commences à bosser un peu dans pas mal de rédac, et donc je bosse à Bein Sport, je bosse à Move, donc télé aussi un petit peu, et voilà quoi. T'as jamais eu de spécialisation du coup, hein. T'as fait beaucoup d'infos et après là c'est hyper divers ce que tu mentionnes. Exactement, donc moi j'ai commencé par l'info pure, donc ça veut dire que c'était tout, hein, politique, économie, bien sûr. Et sur la fin je me suis spécialisé sur la culture, parce que c'est ce qui me parle le plus, et donc je faisais que des sujets culture. J'étais à BFM Paris à l'époque, et donc je faisais des sujets culture, expo, concerts,
freelance, tu peux tout mettre dedans, et donc mode évidemment. Et en parallèle, je bossais sur un blog qui s'appelait Comme un camion, où je faisais mes petits. Ok. Ouais, je Ça racontais cartonnait ça à l'époque. Ouais. C'était le premier blog de mode masculine, ouais. Et donc à l'époque, c'était un truc de ouf. Et donc moi j'ai commencé à bosser là-dessus vraiment en parallèle, et Move aussi pareil, hein, c'était un side project en vrai, hein. Ok. Donc j'ai commencé, je faisais mes petites chroniques, mais dans ma tête c'était en mode ouais, tu parles du truc qui te fait kiffer, tu vois. Et à l'époque c'est c'était l'époque Move où genre ça passe de la musique urbaine, tout ça. Ouais. Bah moi j'ai tout fait, j'ai fait le Move. Donc c'était la radio rock indé. Et après c'est passé à Move, la radio électro hip-hop. Et après c'est passé à Move, la radio hip-hop. J'ai fait toutes les eras. Ouais. Et c'était... j'ai commencé, et c'est surtout qu'à le Move à l'époque, j'ai commencé avec une nana qui s'appelait Elodie Font. Que je respecte de ouf, parce que vraiment elle faisait de la radio à l'ancienne, ou une radio où elle était dans la bienveillance, où elle aimait bien raconter des histoires, où elle essayait de poser les choses, etc. Et donc du coup moi j'ai appris la radio comme ça. C'est que moi, donc faut savoir que dans ma formation j'ai une spé télé, ça veut dire que j'étais destiné à faire de la télé, donc de l'image plutôt, et en fait j'ai découvert grâce à elle que c'était la radio qui était plus adaptée à ce que j'étais. Parce qu'on m'a dit, mais en fait, Sega, t'as toujours un truc, t'aimes toujours raconter des choses, etc. Et c'est elle qui j'ai compris qu'en fait, j'étais plus adapté à la radio, puisque j'adore parler, que j'ai mon ton, etc. Je pense que les formats plus longs, avec la télé, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a tellement de... Du documentaire, tu veux dire ? Ouais, c'est pas spécialement de documentaire. Je trouve que les formats longs en télé, c'est trop compliqué. Ça ramène pas d'argent. Ouais, non, enfin, je veux pas être méchant en disant ça, hein, mais c'est que c'est toujours qu'il y a une réalité après derrière, c'est que ils pensent à monétisation, annonceur. Et donc il faut toujours qu'il y ait des choses qui se passent toutes les 30 secondes, tout ça, alors que la radio, tu peux écouter des gens parler. Je pense que aussi pourquoi les gens kiffent le podcast, c'est des moments qui sont différents. Ah oui, complètement. Moi, c'est ce que je dis, tu vois. C'est que la radio, on part du principe que tu racontes une histoire et que le mec auquel tu racontes une histoire va faire d'autres choses en même temps. Il va cuisiner, il va être dans les transports en commun, il va être dans sa voiture sur le trajet. Et donc, ce que tu racontes, tu sais que le mec, il a un temps où il va faire d'autres choses en même temps. Donc, ce qui va faire que le mec va avoir un peu d'intérêt pour ce que tu racontes, c'est le ton de ta voix, c'est le sujet que tu vas utiliser, c'est la manière dont tu vas le raconter, et ça, peu importe le sujet, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf, mec. Parce que quand tu arrives à attraper quelqu'un juste avec ce que tu racontes, je pense que pour moi... tu rajoutes de l'image dessus, t'as gagné, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça marche toujours comme ça. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Et c'est des moments qui sont différents, tu vois. Donc là, on est ensemble. Donc même si on est filmé, pour moi, on est sur un format qui est plutôt audio. Et en fait, on est posé. Et en fait, on se raconte des choses. Ouais. On n'est pas dans un truc qui est très cadré, etc. Et donc, c'est des moments juste qui sont complètement différents. Et moi, pour le coup, pour avoir été dans les deux, moi, je sais que c'est plus adapté pour moi parce que moi, j'ai quand même besoin de m'installer, etc. Tu vois. Et je galérais de ouf à la télé. Parce qu'en fait, à la télé, moi, c'était du tout info où, grosso modo, tu dois condenser plein de trucs en 1 minute 10. Je mettais genre 2 heures, 3 heures. Et les gens me disaient, mais Sega, comment ça se fait que tu mettais autant de temps ? Je sais, mais mec, j'ai vu trop de choses. Condenser en 1 minute, 1 minute 10. Sinon être bon, je suis désolé les copains, mais sinon être dans l'escroquerie intellectuelle et à se dire je surangle, je vais juste raconter un petit truc qui s'est passé, c'est ça le problème, c'est compliqué quoi. Et on y revient avec les réseaux sociaux, genre c'est marrant parce que tu vois aujourd'hui les TikTok, les trucs, les machins, les vidéos, le temps de concentration des gens sur leur téléphone il est extrêmement limité et il devient de plus en plus limité. Donc en fait on avait fait tout ce truc chemin inverse, mais on y revient avec justement faut tout condenser aujourd'hui dans 30 secondes pour pas perdre les gens quoi. Ouais. Après moi je me dis c'est toujours la même chose, c'est que je suis très partagé avec ça, c'est que je me dis que moi d'un point de vue, je suis pragmatique de ce point de vue là, je me dis qu'il faut de l'info pour tout le monde, tu vois. Non, bien sûr. Et dans le sens où moi je suis hyper ok avec le fait que si l'info passe dans 1 minute, tu la fais tenir dans 1 minute, si pour moi c'est une porte d'entrée pour ce qui va se passer après sur le 10, sur le 15 minutes, et le 10-15 minutes ça va être une porte d'entrée vers des formats qui sont encore beaucoup plus longs, tu vois. Donc en fait des gens sont calibrés différemment, tu vois. T'en as qui ont besoin d'1 minute, c'est suffisant, ils ont pas besoin d'en apprendre plus. Nous, en vrai, on est dedans aussi, donc on a besoin de s'installer et que, voilà,
Nous, on Mais est comme les tu seuls dis, moi, c'est connards, des moments de vie. C'est des moments différents. Ouais. Et on De est les quand je seuls vais connards écouter. qui vont être sur Arte à regarder un documentaire d'une Non, minute 10 sur Carton, des. Carton. Ouais, de ouf. Tu regardes les streams sur Non, Ah YouTube. oui, non, disons c'est la incroyable. vérité. C'est maintenant, oui. Ouais, Mais à maintenant, oui. l'époque, Ah, il frérot, galérait. tu disais, tu regardes Arte. C'était l'insulte. Les gens limite. te regardaient, tu Ouais. disais, tu fous quoi, gros? Ouais. J'avoue. De Tu vois ce que je veux dire? Après, là, c'est cool parce que, en fait, c'est des autres moments. Arte, en fait, là où ils ont été bons. Et Parce que je c'est pense devenu cool ou est-ce qu'on est devenu vieux? Ah, ouais. Non, je pense qu'en fait, c'est. Moi, je dis qu'ils ont magnifié leur moment. De la même manière Ouais, où non, vous, je suis et je dis d'accord. pas ça pour vous jeter des fleurs, vous faites un podcast qui va durer longtemps. C'est eux se sont dit, nous on fait des trucs qui durent longtemps, on va pas essayer de faire des trucs qui font court, ça nous ressemblera pas. Mhm. Essayons d'être les meilleurs sur ce truc-là. Mm. Et je suis désolé, aujourd'hui, Arte, il y a personne qui les Ah touche. ouais. Hein. Ah non, c'est Ils sont sûr. Il y a personne qui les Loin approche. Hein. devant. Tu veux regarder le dessous des cartes, le format qui fait 15 minutes Ah sur ce qui ouais, se non, passe mais- dans les Balkans, le truc qui dure 30 minutes. T'arrives, tu comprends rien. À la Ah fin, ouais, je te jure, t'as appris un truc. t'as quoi. l'impression d'être érudit. Mais grave, Ouais, tu vois de ce que je veux dire? Non, mais là, tu prêches des convaincus. on Mais adore. de ouf. Ah ouais. Et ça, c'est trop frais. Moi, je trouve que. Là, on parle d'Arte parce que moi, c'est ce qui me touche le plus, tu vois. Mais c'est pareil pour tous les formats. 1 minute, c'est ok, mais pour moi, c'est une porte d'entrée pour aller beaucoup plus loin, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut le prendre comme ça, quoi. Et je pense que même ça leur sert maintenant pour faire de la fiction. Là, j'ai vu qu'ils ont fait un truc, les papillons noirs. De Là. ouf. Mais je Pareil que pense c'est que super bien ça. ouais, moi j'ai ouf. commencé à regarder et en fait tu dis ok, les gens avant tu leur as dit ouais, on va faire une série sur Arte. Enfin, tu vois le line-up qu'ils ont. Enfin, c'est Nils Aristrup, c'est que du lourd, hein, tu vois. Et tu dis les gens il y a 10 ans on leur a dit va faire une série pour Arte. Ce genre d'acteurs ils auraient dit mais Moi, je trouve Ça, que là où ils ont été forts et ils sont rendus en- sexy aussi, tu vois. Carrément. Et moi, je dis que là où ils ont été forts, et c'est ce que, en vrai, c'est dans cette démarche que je m'inscris en toute humilité, tu vois, c'est de se dire, on veut parler de sujets qui nous parlent, qui de loin peuvent paraître. Moi, on me dit souvent, tu vois, dans la SAP, ouais, tu parles de trucs de niche, hein, ce genre de trucs. Je fais, mais les mecs, c'est pas des trucs de niche, tu vois. C'est juste que, faut rester dans son truc et après d'essayer d'en parler, d'essayer d'intéresser les gens sur un sujet qui, de loin, se disent, frérot, moi, je m'en fous de ce truc-là, tu vois. Mm. Et qu'en vrai, quand tu commences à écouter, tu fais, mais en fait, il se passe Ouais. un truc. Et pour moi, c'est ça le. Ouais, 100%. Pour moi, c'est ça le. Moi, je dis, c'est ça l'info, tu vois, mais pour moi, c'est ça le cœur du truc, tu vois. Donc, t'en as qui vont dire, je suis journaliste, et ils vont essayer de faire ça dans ça. T'en as qui vont être photographes, ils vont essayer de faire la même démarche dans ça. T'en as qui vont être dessinateurs, et ils vont faire la même démarche dans ça. Et moi, je sais que les gens, basiquement, ceux qui m'intéressent le plus, pour moi, c'est des gens qui, dans ce qu'ils font, peu importe le métier qu'ils font, sont un peu dans cette démarche-là, tu vois. De se dire, moi, je fais mon truc. De loin, ça paraît. Les gens se disent non, vitef. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, ils sont en mode. Tu te rends compte qu'il se passe des trucs de ouf derrière, tu vois. Et ça, je trouve qu'Arte, ils ont été hyper forts pour ça. Mm. Parce qu'ils sont partis sur des sujets qui, parfois, franchement, pas sont. vendeur du tout. Ah, mais mec, Ouais. Trax, l'émission Ouais, Trax. bien sûr. Moi, à l'époque, je regardais ce truc-là parce que je trouvais ça. Vraiment, je C'est un comprenais rien. extraterrestre. Ouais, vraiment. Format Je me dis, extraterrestre. qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu vois? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est un magazine, c'est un truc Rien que la indé, bande-annonce, tu te rappelles. de fou, Ouais. où tu voyais que des images, tu Ouais. sais, La meuf qui sortait du tableau, du truc, grave. de la Et télé. c'était toujours un peu la même voix. Alors, Trax, il va se passer ça aujourd'hui Ouais, dans le c'est fin ça. fond de la Suède. C'est bon, c'est ça. C'est un peu ça, tu Ouais. vois. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ils ont déniché. Ils ont découvert des trucs de ouf. Hmm. Les Ouais, rappeurs- avant-gardiste. avant-gardistes de Mm. ouf. Mais parce qu'en fait, ils s'intéressaient à des trucs Hmm. que, bon, les Vraiment médias un peu intéressant. mainstream. Ouais, mais c'est de la Mm. niche en vrai, Ouais. c'est ça. Mais c'est pas Snobek, quoi. péjoratif. Ouais, et en On même peut temps, dire dans ça. leur manière de raconter, c'est là où je me dis ça, ils le racontent un peu de manière Démocratique. démocratique, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, tu vois. Mm. Et tu vois, quand moi j'ai fait mon truc, mon école de journalisme, au départ, on me dit, ouais, tu veux faire du journalisme et tout. Je dis, mais mec, moi, je veux pas être. Enfin, journaliste en tant que tel, oui, c'est un métier, tu vois, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des choses. Et c'est ce que je dis encore aujourd'hui, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des choses. Et après, j'ai trouvé juste des médiums différents dans lesquels je peux raconter des choses. Mm. Donc moi au début c'était l'image, donc au début c'était la documentation où je racontais des choses mais de derrière, où j'aidais les mecs à raconter des choses. Après ça a été l'image, après ça a été le montage, après ça a été la rédaction, après ça a été En fait pour moi je fais la même chose, mais c'est juste que les médiums sont complètement différents, tu vois. Mm. Et c'est pareil avec la SAP aussi, tu vois. Ok. Du coup, tu nous as fait un petit fast-forward. Comment t'arrives à la mode? C'est quoi ton rapport à la mode déjà plus jeune? Et ensuite, comment t'en fais ton métier? Moi j'ai toujours été passionné de mode. Mon premier rapport concret, et c'est ma mère qui a toujours adoré
s'habiller, tu vois. Donc moi, j'observais ça avec intérêt. Et vraiment, c'est les scènes, tu sais, que tu vois un peu dans les films, tu vois, où parce que ma mère m'a eu très jeune, donc elle avait 20 ans. Okay. Donc quand elle m'a eu moi, et donc finalement, elle était jeune. Et donc en vrai, elle a eu sa vie de maman, et en même temps, elle a toujours gardé ce truc de je suis une femme, donc je travaille. Donc aussi, moi, je veux être pimp, je veux m'habiller, tu vois. Et donc, j'ai toujours été élevé dans ça. Et donc, du coup, je l'observais un peu comme un enfant regarde sa maman, quoi, tu vois. Et donc, j'ai développé un peu ce truc-là où je trouvais ça beau, et après, j'essayais de capter ce qui se passait, et après, t'essaies d'un peu de faire la même chose. Après, tu te rends compte que t'as des grands frères, grands cousins, tout ça, qui ont un peu ce truc-là. Et après, tu te rends compte que, en fait, la SAP, c'est plus que de la SAP. Porter un truc, c'est que, moi, je suis né en 1987. Mes grands, c'était les Sectora et consorts, tu vois. Ah, il y avait une vraie culture de la SAP à tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et donc là, tu dis, ah putain, il se passe des trucs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'était dans les années 90, en vrai, le rap, donc a commencé dans les années 80, 90, on commence à mettre les pieds dedans, etc. C'est quoi l'outfit type à ce moment-là? C'est 501 Scott Air Max. Hein. Ok. Donc c'était ça. Et donc en plus, quand t'as le truc de t'as pas les moyens, parce que est-ce qu'on peut se dire les choses? En vrai, ceux qui avaient des 501 ou des Air Max à l'époque, bon, ils faisaient des choses. Ils faisaient des choses pas très catholiques. Les pères étaient rush et tout, tu vois. C'est vrai. Donc et puis on avait ce truc-là aussi, ce qui était cool. C'est pour ça que moi je dis. Tu vois, il y a des gens qui sont en mode ah non, à la rue, j'ai toujours voulu m'en sortir et tout. Moi, j'ai toujours été content d'avoir vécu aussi ça, parce qu'en fait, moi, je dis que le truc que ça m'a donné, tout ça, c'est que ça m'a donné ce truc de j'ai appris à rêver, tu vois. C'est que t'avais pas les moyens d'avoir une paire d'Air Max, c'est pas grave, gros. Tu te disais putain, un jour je vais peut-être l'avoir, je vais peut-être faire des trucs, etc. Non, j'avais pas les moyens d'avoir mon 501, c'est pas grave. La motivation. Tu vois, ça te donnait un truc où tu disais bon, je l'ai pas là, mais peut-être qu'un jour je l'aurai, tu vois. Et ça se trouve, quand je l'aurai, mais c'était la récompense. C'était la récompense, ouais. Mais ce côté, t'achètes un truc, t'es content, tu sais que tu l'as voulu pendant des mois et des mois, tu vois. Et tu l'achètes, t'es frais. Ouais. Et donc c'est. Et tu le saignes après, par contre. De ouf. Et donc moi, c'est comme ça que je le développe, tu vois. Et après, bon, je dis c'est inconscient, là, je le verbalise parce que là, je le dis a posteriori. Mais j'ai toujours, moi, je dis que, pour schématiser, que quand certains font de la sculpture pour s'exprimer, d'autres font du rap pour s'exprimer, d'autres font de la danse pour s'exprimer, moi, je m'habillais, tu vois. Et donc j'ai navigué un peu dans tout ça, quoi. J'ai tout fait, j'ai essayé de m'exprimer du mieux que je pouvais, de faire en sorte que ça colle avec. Dis les termes, comment tu t'es habillé? Moi là, moi j'étais un bourbier, franchement. J'étais un bourbier. J'étais le mec chelou dans la thèse. Ouais. Mais après, tu vois, c'est ça que j'aimais bien dans la thèse, c'est que autant j'étais dans mon truc, mais le jeu il me disait, oh, c'est gars, il fait son truc, on le laisse faire son truc, tu vois. Et donc moi mais après j'ai tout fait, tu vois, c'est que j'ai tout fait, j'ai fait baggy t-shirt large, pompe, j'ai fait slim t-shirt large, grosse pompe, j'ai fait slim perfecto. Ouais, slim perf. J'ai fait un slip un peu les styles un peu tectoniques, disons-le, de toute façon, voilà. A posteriori, slim, mais c'était même pas des slim, franchement c'était de l'insolence, c'était des collants, wesh. C'était des collants. J'ai pas connu ça. Moi j'ai connu ça, frérot. Mais mes jambes s'en souviennent. Donc j'ai fait ça. Après j'ai eu le style un peu plus casual, basique, tu vois. Après j'ai eu, tu vois, et à chaque fois en fait presque ce qui est drôle, c'est que j'ai eu ça, mais genre jamais sur le moment. J'ai eu ça genre toujours un petit peu avant, tu vois, un peu en décalage. Et après quand les gens s'intéressaient vraiment au truc, j'étais en mode moi. Du coup, je m'en vais. Je m'en vais. Tu sais, je suis un peu le mec comme ça, tu vois. Genre, ça c'est frais. Après, quand il y a trop de gens qui sont dedans, je suis en mode, bon, c'est frais, mais j'essaie de voir s'il y a un autre truc de. Une autre niche, quoi. Ouais, une autre niche, tu vois. Et donc, c'est ça, quoi. Et cheveux courts, cheveux longs, high top. Plein de trucs, expérimentation. Ouais, vraiment, pour le coup, je pense que c'est le bon mot, là. C'est que, c'est le mot juste. C'est que je suis dans un truc où. J'expérimente, quoi. Et je vais là où. Pas forcément où on m'attend pas, parce qu'en fait, je m'en fous complètement de si tu m'attends ou pas, tu vois. Mais j'essaie de voir ce qui se passe ailleurs, quoi.
Et j'essaie de garder ce truc-là. Là, on parle de sap, mais j'essaie en fait de garder ce truc-là dans tout ce que je fais. C'est d'aller vers des trucs soit que je connais pas, soit que je connais peu, soit qui sont parfois même fondamentalement éloignés de ce que je suis, tu vois. Et de voir ce que je peux en tirer, de ce que ça peut m'apporter, etc., quoi. Et donc, ça commence comme ça. Et après, en fait, progressivement, donc, tu sais, c'est infogéné, journalisme vraiment infogéné pur. Ouais. Et après, à un moment, j'arrive au bout du truc, où vraiment, en infogéné, je me dis, putain, là, ça me saoule grave, une minute, je sais plus ce que je peux faire. Je peux plus faire illusion, entre guillemets, tu sais, c'est ce truc un peu mécanique, je sais faire. En vrai, j'aurais pu faire ça pendant 15 ans si j'étais... Si j'avais voulu décider de Sauf que moi, j'ai ce truc où la routine, c'est un peu dur, quoi. Donc je me dis, qu'est-ce que tu kiffes faire? Ben mec, tu kiffes parler de sap, donc parle de sap. Mais vraiment basique. Et comment tu veux en parler? Donc j'essaie d'en parler sur les réseaux un peu comme je voulais en parler. Ouais, tu vois. j'allais dire, tu développes ta plateforme à toi, du coup. Ouais. Où je me dis, voilà, t'as envie de parler de quoi? T'as envie de parler de qui? Etc. Et donc je me suis dit, moi, je veux parler des gens... En fait, je suis parti d'un constat qui était très simple. Hein. Je me suis dit, Nike, Adidas, ils ont pas besoin de moi. Mais par contre, à côté de Nike, Adidas, Gucci, Balenciaga, tout ce que tu veux, il y a tellement de gens, et en plus, on les connaît, hein, parce que je pense qu'on navigue dans les mêmes milieux. T'as tellement de gens qui font des choses, mais qu'on connaît Ben nous, on essaie de les avoir ici, justement. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est à eux que j'ai envie c'est d'eux que j'ai envie de parler, tu vois. Et donc j'ai commencé comme ça, et j'ai fait un peu syndrome Arte, quoi. C'est qu'au début, on te regarde un peu en mode ce mec de niche là, technique relou, tu vois un peu. Et après, tu te rends compte qu'en parlant juste de manière, moi je dis très simple, mais de manière très, moi je dis normal en fait, aux gens, en fait ils comprennent ce qui se passe, et parfois même ils adhèrent pas du tout à ce qui se passe, mais ils disent en fait je comprends ce qui se passe, donc ça m'a donné une idée pour faire d'autres choses, etc. Tu vois. Et tu fais quoi, de l'analyse de style? C'est quoi? Pas forcément, je fais un peu tendance. De tout. C'est que grosso modo, j'ai une entrée où je montre ce que je porte de manière très très basique, comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Après, j'essaie de parler de shops, de magasins, d'endroits qu'on connaît pas. Et j'essaie d'expliquer aux gens, de montrer aux gens, voilà, il se passe ça là-bas, etc. Pourquoi ce magasin est cool. Et après, je parle aussi de marque. Donc, pourquoi cette marque m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a de curieux, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, etc. Et après, je peux dévier, de faire des histoires de marque, de faire un peu tout ça en même temps. Et après, en parallèle, donc ça, c'est une partie, c'est un volet un peu plus marketing. Je fais aussi ce qu'on appelle du copywriting. Dans le boulot, c'est que parfois, il y a des marques que vous suivez, et c'est moi qui est derrière en train de raconter l'histoire pour la marque. Parfois, j'essaie de raconter des histoires de marque avec mon œil à moi, parce que maintenant, on me contacte aussi pour ça. En mode, voilà, nous, on est une marque, on fait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu racontes ce qu'on fait, mais comme toi, tu le raconterais. Et ça, c'est trop cool, parce que c'est grosso modo, on te file les clés, tu fais ce que tu veux. Et voilà, donc ça, c'est frais. Et donc ça c'est cool, et après je fais du journalisme pour différents médias, donc ça c'est une autre entrée aussi. Et après maintenant je fais aussi du mannequinat aussi un petit peu, parce qu'on me sollicite pour t'as une belle gueule grosso modo, hein, et on veut ta tête pour notre campagne, donc ça c'est cool aussi. En plus aujourd'hui ils aiment bien que justement les têtes elles aient quelque chose à dire. Donc, et après moi je sais que c'est là, de toute façon vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, où je dis je suis la dictature. C'est un peu la philosophie que j'ai, donc, et ça me joue parfois des tours, j'en ai conscience. C'est que moi j'essaie de tenir ma ligne, tu vois, de parler de ce qui me touche, de ce qui me parle, et d'essayer de le faire le plus justement possible. Et j'essaie de tenir le truc, tu vois, et de pas trop dévier, tu vois. Ou en tout cas, quand je fais un truc, il faut qu'il y ait une raison. Ouais. S'il n'y a pas de raison, c'est compliqué, tu vois. J'arrive pas à le faire. Du fond, tu veux dire? Ouais, du fond, ou en tout cas qu'il y ait... faut que tu sois aligné avec tes valeurs. Faut que je sois aligné avec mes valeurs, et qu'il y ait un sens dans ce que je fais. Genre, exemple très bête, c'est que dernièrement, j'ai fait une campagne pour Zara. Donc et vraiment là, c'était du mannequinat. Et moi, dans ce que je défends en termes de mode, je vais plutôt vers les petites marques, jeunes créateurs, etc. Et il se trouve que le projet en question, c'était un ami à moi qui le gérait. Et à un moment, je me suis retrouvé face à ce mur où je me suis dit, putain, c'est Zara quand même, j'ai pas envie de
de leur donner du power parce qu'en vrai, ils ont pas besoin de moi. Et puis bon, classiquement, des fois, ils font des choses qui sont très border, juste en termes de valeur. Et en fait, je me suis retrouvé face à ce mur. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu fais? T'y vas ou t'y vas pas, tu vois? Et j'y suis allé, je l'ai fait, mais pas pour Zara. C'est parce qu'en fait, c'était un ami qui gérait le truc. Et qu'à ce moment-là précis, quand je devais prendre la décision, je me suis dit, ok, dans tes valeurs, t'irais pas parce que pour toi, t'irais pas, mais t'y vas pour qui? T'y vas pour Zara ou t'y vas pour ton pote? Ouais, après, aujourd'hui, ils essayent justement d'arrêter un peu ce truc de copie et depuis 3-4 saisons d'être beaucoup aussi sur dans la création. Ouais, et les collaborations aussi, c'est leur grosse stratégie actuellement, tu vois, avec plein de petites marques, tu vois. Studio Nicholson récemment, tu vois, qu'ils ont fait. Même avec la Manceau, tu vois, des trucs qu'ils pourraient copier facilement en plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, c'est. Faire des bagues en plastique, je pense que Zara, il serait capable de les faire. Et tu vois le changement de mentalité, tu vois. Ils ont fait, je suis désolé pour Zara, j'ai rien contre vous, je vous aime, les gars. Ils me rappelleront plus jamais. C'est qu'ils ont fait de l'oseille. Ouais, bien sûr, ouais. Non mais bien sûr, évidemment. Donc je pense évidemment que quand t'as fait beaucoup quoi. de l'oseille, t'as déjà beaucoup plus les reins pour se dire bon, je vais aller donner de la force à des petites marques, etc. Tu vois. Ouais, mais ils n'étaient pas obligés parce que la recette, elle fonctionnait malgré tout. Ouais, clairement. Mais c'est surtout qu'après t'es dans d'autres considérations, quoi. Tu vois, c'est comme, il y avait un enjeu d'image. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Clairement. Et l'image, c'est plus l'argent. Non, c'est vrai. Clairement, tu vois. C'est que quand t'as les reins qui sont en place, tu te dis bon, maintenant que les reins sont solides, on va aller s'amuser, on va aller mettre des mannequins qui font n'importe quoi. Là. Exactement, tu vois. Ils sont forts actuellement. Et ça, pour le coup, c'est un bon move. D'un point de vue strictement marketing et image, c'est cool, tu vois. Ils sont très très forts. Et il en faut pour tout le monde en termes de sap, comme je dis. Ouais, parce que nous, on est d'une génération où il n'y avait pas ce genre de truc. Tu pouvais pas. C'était ou les trucs genre du marché, ou les trucs très chers. Moi, quand je dis Sarcelles, la Sarcellite, mec. Marché de Sarcelles, t'allais acheter tes sapes là-bas, gros. Et c'était ça. Et pour le coup, en termes de sapes, je trouve que ça a été hyper cool parce que frérot, t'allais au marché de Sarcelles, t'avais pas 14 millions de solutions pour trouver un style. Tu savais que t'allais avoir le même pantalon que ton pote qui allait au même marché quad. Et pour avoir un style ou une personnalité, fallait réfléchir. Fallait être créatif. Ouais. Fallait être créatif, tu vois, au sens propre. Et ça, je peux te dire que c'était cool. Et en plus, à l'époque, il y avait des queumards, moi je m'en rappelle, on leur donnait même pas l'heure. Genre Marité François Gerbeau, c'était au marché de Sarcelles, les gens se disaient c'est un jean, je m'en fous de ce que c'est, je sais pas quelle marque c'est, tu vois. Après ils ont eu une grosse période 2006-2007 où tous les rappeurs, c'était quand il y avait les jeans Marité avec les grosses poches devant, les gros trucs. J'étais trop pauvre à cette époque. Moi c'était mon époque du rap, tout le monde avait ça. Diesel à l'époque, les premiers Diesel, ils débarquaient sur les marchés communs, ça. Mec, c'était ça, hein. Ça débarquait comme ça, tu découvrais des trucs comme ça. Les gens étaient choqués, ils disaient ouais, c'est des jeans à 250 €. Ouais. De ouf. Tout ce qui est donc diesel, tout ce qui est 501, on allait tous récupérer notre 501 au marché. On savait même plus à la fin s'il était falche ou s'il était. Ça c'est sûr. S'il était faux ou pas. Nos skatebands, on allait les récupérer chez Mar aussi. Hein. Donc ça faisait partie du truc. C'était marché puce. Ouais. Tu vois. Et donc ça, en vrai, on est tous dans les mêmes configurations populaires. C'est même pas une question de t'es pauvre ou pas pauvre, hein. C'est qu'à un moment, quand tes darons vont faire leurs courses là-bas, etc., et qu'on est tous à faire nos courses là-bas, tu devais développer un truc en plus pour essayer de t'exprimer, pour le coup, différemment en termes de style. T'avais le mec qui était style Rorty, qui était Scott 501, pull, jean 501 Air Max. T'avais le mec qui était Quinry, qui portait son jean 501 en taille 38, qui portait un t-shirt large, qui portait sa paire de trucs. T'avais le mec qui était genre à fond dans le Los Angeles, qui portait son débardeur, sa paire de Converse. Tu vois ce que je veux dire? Son petit Dickies noir, tu vois. T'avais tous ces styles-là qui cohabitent en même temps. T'avais le mec qui était rock à fond, qui portait son perf, sa paire, son truc. T'avais le mec qui était casual, genre me faites pas chier, moi c'est la rue qui avait ses... Tu vois, t'avais plein de styles comme ça, qui étaient les uns à côté des autres, et qui, on était, je dis tous ensemble, on était tous en fait dans le même truc, quoi. Et t'avais le mec qui graffait, en fait, qui avait besoin de trucs gellards, des grosses pompes, parce qu'il fallait qu'il puisse courir le bouc, tu vois. C'est de ouf. Il y a la Somatec. De ouf. T'avais le mec qui était complet Cosla, mais on sait très bien pourquoi il était en complet Cosla, parce qu'il fallait qu'il fasse ses trucs, etc. La banane aussi, hein. C'était pas une banane pour ranger ses clés et son petit porte-monnaie, hein, n'est-ce pas? Et t'avais tous ces styles qui cohabitaient, et t'évolues dans ça, et puis tu développes ton truc, quoi. Et ça, c'était trop frais. Et quand tu te nourris de ça, donc moi, j'en ai fait, on va dire, un métier aujourd'hui.
parce que j'ai eu le shift de j'ai envie de parler de quoi, j'ai envie de parler de ça. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que pour moi, c'est pas un métier. C'est que moi, j'ai des potes, ils sont comme ça. C'est juste qu'ils le verbalisent pas, ils en discutent pas plus que ça. Et moi, vraiment, les gens, je les trouve trop bons. Ouais. Mes potes, je le dis souvent et je leur dis vous êtes trop beaux, les gars, quoi. Ils disent ouais, mais frérot, tu diront toujours la même chose de je me casse pas la tête, moi, je fais ça comme ça, tu vois. Mais moi, je suis content quand je vois peu importe le style qu'ils ont, tu vois. Donc toi, tu es vraiment spécialisé sur la mode homme, on est d'accord. C'est vraiment ton main focus ou des fois tu fais des trucs un peu... Aujourd'hui, ouais, je suis plus... en fait, c'est que... Après, la mode, elle devient tellement unisexe aussi. C'est que moi, en fait, la porte d'entrée pour la mode, je disais que c'était ma daronne. Donc pour moi, la mode, au départ, c'était les femmes. Donc moi, je regardais que les défilés de femmes, je regardais les marques de femmes, etc., tu vois. Et j'ai appris la mode un peu comme ça. Et après, je me suis retrouvé dans la configuration donc, où à l'époque, c'était, ok, c'est la mode femme qui m'intéresse, mais comment je fais pour utiliser ça pour moi? Comment je peux m'exprimer avec tout ça, tu vois? Et après, j'ai pris le truc et t'as ça, plus l'influx de tout ce qui se passe autour de toi dans la rue. Tu te dis, mais comment je fais pour mélanger tout ça, tu vois? Donc moi, je dis, je suis spécialisé homme dans le sens où moi, mon propos, c'est comment tu utilises tout ce qui se passe, comment tu ingères tout ce qui se passe et comment, en tant qu'homme, entre guillemets, tu fais pour t'exprimer avec tout ça, tu vois. Mais en fait, fondamentalement, dans ce que je porte des jupes, je porte des pantalons qui sont tellement jolards, tu sais même plus si c'est des pantalons ou des jupes culottes, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des meufs qui sont... je les appelle les mouslimettes, je les adore. C'est des meufs qui sont un peu, tu vois, modest fashion. Ouais, mon style leur parle parce qu'en fait, je suis dans les volumes, etc. En même temps, j'ai des potes, ils sont très dans tout ce qui est label japonais, etc. Le style leur parle parce qu'en fait, ils se retrouvent dans ça. Moi, j'aime bien raconter que mon daron, en fait, il me trouve stylé maintenant. Alors qu'à l'époque, il me trouvait toujours chelou, mais parce qu'en vrai, ce qu'on porte, et ma manière de m'habiller, c'est tous nos clones qui portent des djellabas, des camis, des boubous. Ils sont dans ces mêmes trucs-là, tu vois. Dans les volumes comme ça. Dans les volumes comme ça. Donc c'est bien que la mode, c'est pas un truc d'homme-femme, tu vois. C'est qu'en fait, c'est des moments, c'est des... aujourd'hui, on utilise abusivement le mot tendance, tu vois, mais c'est des expériences, c'est des cultures qui se mélangent entre elles et qui se parlent entre elles, tu vois. Et chacun, il voit quelque chose, quoi. L'exemple que je prends souvent, c'est une fois, j'ai posté une photo où je portais une chemise longue, mais genre une chemise vraiment longue, c'était une robe. Je crois que c'était une robe. Une robe, mais très longue, tu vois. Tunique, on va dire. Ouais, tu vois, exactement. Avec un pantalon très large et avec un overshirt, donc une chemise hyper large. Mec, la photo, elle a fait un carton sur les réseaux sociaux. Je l'appelle la photo tour du monde parce qu'en fait avec des mecs du Pakistan qui disaient mais mec c'est la tenue traditionnelle du Pakistan, t'avais des mecs d'Inde qui disaient mais mec c'est la tenue traditionnelle qu'on porte chez nous, t'avais des mecs du Maroc, d'Algérie qui disaient mais frérot on s'habille comme ça chez nous, t'avais les mecs du Mali qui disaient mais mec ton style c'est ce qu'on fait mais un peu différent avec des couleurs différentes, tu vois. Et t'as les mecs qui kiffent un peu la mode japonaise qui font ah ouais non mais c'est trop cool les labels et tout, alors que c'était pas du tout des marques japonaises en tout cas en l'occurrence, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est qu'en fait la manière dont tu vas t'exprimer n'est pas homme-femme, c'est culturel, clairement, tu vois. C'est qu'est-ce que toi tu vas pouvoir retenir de ce qui se passe visuellement sur le vêtement, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que oui c'est de la mode homme, c'est qu'en fait ceux qui me suivent c'est des hommes qui sont à la recherche de nouvelles idées, mais pour moi c'est de la sape tout court, parce qu'en fait en tant que meuf ou en tant que mec, en tant que rebeu, renois, chinois, babtou, tu vas juste prendre ce qui t'intéresse sur ce que je fais. Et c'est des mecs qui vont être en mode oh ouais, bon moi je style là, j'essaie de voir ce qui se passe ailleurs, je vais là, etc. quoi. Ouais, après ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que là on est pile dans une période où la tendance c'est justement l'unisexe, le truc de comment on dit, d'armoire interchangeable, tu vois, je peux aller piocher un truc chez mon mec, le mec peut aller me prendre un truc, enfin tu vois. Ouais, clairement. Et après moi je sais que j'ai toujours fait ça. Donc j'ai jamais eu on va dire que je l'ai pas autant intellectualisé. C'est que moi je sais, après ça j'ai conscience qu'aujourd'hui t'en as plein qui observent un peu ma manière de raconter la mode de cette manière-là, parce qu'ils disent en fait c'est le gars qui,
tu vois, qui portent des boucles d'oreilles, qui portent des créoles, qui portent des pejus, qui s'habillent gelard, qui tanana. Parce que c'est ce qu'ils ont envie de comprendre aujourd'hui, tu vois. Mais moi, j'ai toujours envisagé ça comme ça, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, de par la mode, c'était pas un truc de femme, mais c'était plus les femmes qui en parlaient plus. Donc c'était ma porte d'entrée. Et après, je me suis dit, ça, plus mon environnement social, culturel, comment je fais pour mélanger les deux, tu vois. Moi, je portais des jupes crayon, entre guillemets. Je me rappelle, j'étais en école de journalisme, les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais en mode, bah, je sais pas, j'ai envie de porter une pejue, je porte une jupe, tu vois. Et le fait que ce que tu racontais des plus jeunes, avoir été un peu cet extraterrestre, mais de t'en foutre littéralement de ce que pensaient les gens, alors que c'était une époque qui était beaucoup moins, dirons, ouverte, ouais, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça te permet encore plus encore plus t'affirmer, encore plus faire ce que tu veux sans penser au regard des autres, pas spécialement. Ça, non, pas spécialement. Okay. Pour le coup, ça, je pense que c'est un trait de ma personnalité dans le sens où et ça, je l'en suis gré, c'est encore ma mère, tu vois, elle m'a toujours élevé dans ce truc de t'es qui tu es, t'es pas une marque, t'es pas... les gens vont dire des choses sur toi, on s'en fout, tu vois. Le plus important, c'est voilà, qu'est-ce que toi tu vas essayer de faire, comment tu vas essayer de le développer, t'as le droit de te casser la gueule, t'as le droit de te tromper. C'est clair. Et voilà, où est-ce que tu vas l'emmener et essaie de le faire de manière la plus sincère et juste possible, tu vois. Moi, vraiment, pour le coup, c'est ce qui m'importe le plus. C'est voilà, comment je peux essayer de faire mon petit truc et d'avancer de manière la plus fair possible, tu vois, sans faire du mal aux gens, tu vois, après ça c'est plus des valeurs, tu vois, sans faire du mal aux gens, on revient aux valeurs. Dans Comme moi, salle, quand j'écoute etc. ce que tu dis, pour moi ça revient aux valeurs. Ah, en mais fait. clairement. Et puis je constate juste que moi, les gens avec lesquels j'ai des atomes crochus, en vrai, ils sont un peu tous dans ce mood-là. Indépendamment de ce que tu fais comme métier, moi je m'en fous complet, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai aussi ce truc un peu détaché, je pense, par rapport au métier et par rapport à l'environnement dans lequel j'évolue. Et que ça se traduit par un peu un je m'en fous, tu vois. C'est que, frérot, moi je m'en fous que tu sois designer ou quoi, tu vois. Que tu sois PDG de mon cul, je m'en fous complètement. C'est qu'est-ce que toi tu vas me raconter et qu'est-ce que ça veut dire de ce que tu fais, de le trajet de ta vie. Après que tu sois issu de catégorie populaire, que tu sois riche, frérot, ça change rien. Bien sûr. Ça change rien pour moi. Et ça, c'est un truc par contre que j'essaie de cultiver et que j'essaie de développer. Après, parfois, ça te prend des petites claques, tu vois. Parce que c'est normal aussi, parce que fonctionner comme ça, c'est... Après, je dis que pour moi, la frontière, elle est hyper fine parce qu'il faut pas que je tombe dans dans la nonchalance que tu indiquais très bien, tu vois. 2, dans le je m'en foutisme. Et 3, dans de l'arrogance. Dans le sens où, parfois, tu peux passer très vite pour un mec snob aussi, tu vois. Ouais, comme j'ai du mal à voir comment. Parce que quand tu dis, bah non, en fait, ça m'intéresse pas. Mais pour qui se pense celui-là? Non, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, ton truc, ça me parle pas, tu vois. Et ben, les gens le prennent mal. C'est la manière de le dire. Les gens peuvent vite le prendre aussi. Et puis après, voilà, il y a l'ego. L'ego, tu le gères pas en fait. Hein. Tu te gères toi, mais tu gères pas aussi l'ego des gens. Et dire que voilà, moi je parle de sap, j'adore la sap, etc. Mais là, mais votre truc de femme, je m'en bats les couilles royales, tu vois. Ça, c'est pas un truc. Ouais, c'est pas très bien. C'est pas un truc que tu dis souvent, qui est vitement audible, tu vois. Moi, genre. Putain, le nombre de messages que je reçois, je réponds même pas. Et les gens te disent, ouais, il répond pas. Pourquoi des messages qui disent quoi, genre? Bah, par exemple, c'est des messages où on te sollicite pour, de manière très classique, on a envie de bosser avec toi, on a envie de faire un truc, etc. Moi, quand le truc m'intéresse pas, je réponds pas. Mais pourquoi tu réponds pas? Parce que pour moi, si tu t'adresses pas, si tu me parles pas, je ne réponds pas. Si tu me parles, si t'as un discours qui est orienté marque ou quoi, nanana, fatigue mentale, tu vois. Le truc copier-coller on cherche un truc. Fatigue mentale. C'est que moi, t'as plus de chances de me toucher en me disant, bah voilà, moi je fais ça, je viens de là, j'essaie de faire mon truc, etc. Ça me parle. Parce que tu me racontes ce que tu essayes de faire, tu vois. Ça me touche plus que, ouais, donc en fait, on fait une nouvelle campagne parce que c'est ça, hein, bien sûr. Je fais une nouvelle campagne et en fait, je sais que dans cette campagne-là, je vais être le Renoir de service avec les locks, qui est beau gosse, qui passe un peu entre les mailles du filet, le facteur X, pas trop Kaira, un peu fashion, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est dans ça, je suis en mode... Quand t'es un brief, ça te... Ouais, ça me fatigue. Ouais, exact. Ça me fatigue. Je dis pas que c'est la bonne manière de faire, hein. C'est qu'après chacun voit ses intérêts, t'en as qui vont aller prendre leur argent, c'est cool aussi, t'en as ça les dérange pas, moi j'ai aucun problème avec ça, juste que moi c'est pas ton truc à toi, c'est pas mon truc à moi, quoi.
Ok. Aujourd'hui, tu vis de quoi, du coup, du journalisme? De tout, des trois. Donc avant c'était beaucoup journalisme, là vraiment ça s'est un peu équilibré, donc mannequinat, copywriting, marketing, et je dis marketing d'influence, hein. Et on s'est entendu tout ce qui tourne autour de ce qui se passe sur Instagram, donc je vis un petit peu des trois, et on va essayer de s'extirper tout ça en développant son propre petit truc à côté. Ouais. T'as jamais pensé à lancer un média du coup? Bah si, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais finir par faire. Tu veux nous pitcher un peu le truc ou pas? Bah, ou c'est grosso secret? modo, non, c'est pas secret. On peut en parler le temps que ça sorte. Je pense que le secret sera éventé. Je commence déjà à en parler. C'est que donc en fait, moi, j'ai toujours eu la frustration j'ai toujours bossé pour des médias où grosso modo, pas je prêtais mon ton, où voilà, j'amenais un peu mon expertise sur ce qui se passait ailleurs. Et en même temps, ce que je fais sur Insta et ailleurs, je parle de ça, mais de manière, je dis contrainte, c'est que t'as des stories. Parce que c'est le format d'Instagram, t'as une photo, etc. Et donc moi je me posais la question de voilà comment je peux parler de ce qui me parle, donc des petites marques, petits labels, je dis petites gens, des gens qui sont pas connus, et comment quelle fenêtre je peux leur offrir pour essayer de parler de ce qui me touche et comment ça peut leur servir aussi, tu vois. Et comment parler de SAP aussi autrement et juste plus largement. Donc je me suis dit que je vais faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, je déroule mon truc. Je me dis, mais en fait, mec, t'as pas envie que de parler de SAP. T'as envie de parler de gens qui font de la SAP, un peu comme ce que vous faites, de comment ils envisagent un peu le truc. Et surtout de parler de SAP sans parler de SAP. Parce que les gens pensent à tort que voilà, parler de SAP, c'est juste se dire je porte ça. Mais en fait, il y a plein de portes d'entrée. D'entrée artistique, d'entrée artistique dessin, artistique musical, artistique... tu vois, de parfois des gens qui ont des métiers qui sont très classiques, qui ont un rapport qui est très différent par rapport à ça. Donc je voulais parler de ça, et après je me suis rendu compte à développement, je me suis dit, mais attends, si je veux faire un média pour faire un média, en fait il y en a plein. Donc qu'est-ce que tu peux faire en plus? Et je me suis dit, t'as toujours voulu faire de la SAP, donc fais de la SAP. Donc je vais faire de la SAP avec. Du merch, tu veux dire pour le non, moi je ne peux pas de ça. Je ne peux pas faire de merch. Mon ami, le vêtement est trop important. La quitocance, la sapologie. Oh, faut soigner ses bails. Donc je vais vraiment essayer de développer une silhouette. Puisqu'on sera plusieurs à faire ça. Donc avec Sabrina Laiolo, accompagné d'un ami d'ailleurs qui est ici à la caserne, qui s'appelle Florent, qui a la marque Coltès. Donc je vais développer une silhouette aussi. Ah ok, je vois Coltès. Ouais. Et donc je vais essayer de développer un truc autour de tout ça. Et l'idée c'est de vraiment mélanger un peu tous les univers de parler en fait tu vois la conversation qu'on a là. J'ai envie qu'il y ait ça dans ce que je veux faire. C'est que quand on parle de SAP, qu'on se dise putain ce mec là en fait c'est un zikos, on dirait qu'il s'en bat les couilles de la SAP, mais en fait c'est une porte d'entrée différente sur la SAP, tu vois. Et pas être dans un truc, pas je dis bas de plafond parce que c'est cool aussi, tu vois, de se dire ok cette marque est cool, elle fait ci, elle fait ça, elle a essayé de faire ça, elle te fait faire ça, tu vois. C'est que je puisse parler de SAP autrement qu'en parlant de SAP, genre pour être stylé faut porter ça, cette marque a fait ça, etc. Tu vois. Et donc ça va être ça, et le truc ça commence par une silhouette qui va s'appeler donc Nyarami. Et Nyarami en fait c'est un mot que me disait ma mère quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais faire plein de trucs en même temps. Et le Nyarami ça veut dire mélange, et à chaque fois à la fin elle terminait sa question, ouais, tu veux faire un peu Nyarami, tu vois. Tu veux faire un mélange de tout ça, et c'est cool parce que ce que je fais aujourd'hui, je trouve que je suis content pour ça, c'est que je fais en fait plein de choses en même temps, et que je trouve du plaisir à faire plein de choses en même temps et différentes, et que tu vois quand on me demande mais qu'est-ce que tu fais, pour moi je dis bon j'ai réussi, tu vois. Parce qu'on sait jamais vraiment ce que je fais, mais juste je fais plein de choses en même temps. C'est charmé. Ce serait quoi du coup ton conseil pour un jeune qui, tu vois, un peu comme toi, se dit ok je vais faire une ES, je sais pas ce que j'ai envie de faire après, qui a envie de faire tout et... Fais tout. Donc moi, non mais vraiment, c'est que moi je sais que le truc que j'ai compris assez vite dans ma life au sens large et après même dans mon parcours professionnel, etc., c'est que moi j'aimais bien être testé. J'ai jamais eu peur vraiment de tester. Et j'ai jamais eu peur aussi de me casser la gueule. Dans le sens où, t'as envie de le faire, fais-le quoi. Donc et c'est pas grave, tu vois, moi aujourd'hui j'ai 35 ans. Et à 35 ans encore, je sais pas ce que je veux faire, quoi. Dans le sens où je suis toujours en train d'essayer d'avoir de. Plus tu sais pas ce que tu feras demain, quoi. Ouais. Parce que là, a priori, tu sais ce que tu fais quand même. Tu fais plein de choses. Je fais plein de choses en même temps, mais tu vois, moi, je suis le gars là. Dans un an, ça se trouve, j'ai fait autre chose.
Mm. qui aura rien à voir avec ce que je suis en train Tu de vas faire aller te aujourd'hui. rester du café au Ouais, Nicaragua. tu vois. C'est pas mal. Hein. Je T'as t'inviterai. une belle vie, hein. Je t'inviterai. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du café parce que Nicaragua, ça peut être autre chose. Si on le voit arriver dans 2 ans, full gold. Full Gucci, full Versace. Avec une sacoche. Ouais, c'est que le conseil, c'est les gars, déjà, n'attendez pas qu'on vous dise que vous pouvez faire. Mm. Parce que moi, j'ai eu trop de potes, tu vois, ils pensaient que non, les opportunités vont arriver parce que quelqu'un va arriver. Ça, si ça arrive, ça, c'est du bonus. Moi, je suis le premier à avoir bénéficié de conseils, franchement, de rencontres. Et merci à eux tous. Hein. C'est des profs d'école, c'est Madame Nao, c'est Monsieur Bouquet, c'est Madame Dubois. On est en mode dédicace là. Non, c'est tout cela, tu vois. C'est Madame Farrer, c'est de ouf. C'est Madame Farrer, c'est Monsieur Saunier, c'est Madame Raflik, etc. C'est Véro, c'est Fredo. C'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés à un moment qui t'ont toujours donné En fait, moi, ce que je dis, qui t'ont ouvert une porte à un moment, qui t'ont dit voilà, la porte est ouverte, tu la prends, tu la prends pas. C'est toi qui décides. Donc n'attendez pas qu'on vous dise que vous pouvez faire, essayez de les faire. Donc ça, c'est déjà pas mal. 2, n'ayez pas peur de vous casser la gueule, ça fait partie du jeu. Et 3, aussi, soyez à l'écoute et soyez attentifs. Parce que moi, je sais que vraiment, ça fait gagner du temps de ouf. C'est que moi, j'ai toujours eu des potes, et encore aujourd'hui, j'ai des potes qui sont plus âgés que moi, mais genre, qui ont une 50aine d'années, tu vois. Et je suis hyper client de ce truc-là. En fait, ils disent des trucs. Des fois, t'es jeune, t'es en mode, ouais, bon, moi, c'est pas trop mon délire, etc. Tu vois. Et plus tu vis, plus tu dis, après, tu dis, ah putain, il a dit un truc comme ça, en fait, et c'est pas. C'est un peu pareil avec les darons, en vrai. Ah oui, ouais, bah de oui. ouf. Ah, mais moi, frérot, moi, ce que je dis aux gens, quand on me demande c'est qui ta plus grande source d'inspiration, moi, je m'invente pas une life. Hein. Moi, je dis c'est ma daronne, gros. Ouais, c'est Jay-Z. Ah non, moi, je dis pas c'est Jay-Z, c'est bon, ils sont cool, hein, ils ont des parcours qui sont très cool. Ouais. Mais moi, franchement, c'est ma daronne. Hein. Quand je te dis qu'elle m'a eu jeune, c'est qu'elle m'a eu jeune. Pour moi, ça a été. Tu vois, elle avait 20 ans, elle allait à l'école, elle a eu des gosses, puisque moi, je suis le 3e chez moi, on est 5 en tout. Donc, voilà. Donc, elle nous a élevés en même temps, elle allait travailler, elle nous laissait avec ma tante, que j'aime aussi, qui nous a élevés aussi un peu à moitié. C'était une femme, célibataire, tu vois ce que je veux dire? Donc, pas facile, tu vois. Elle s'est mis toutes les difficultés. Elle avait, franchement, elle a coché toutes les cases de ça va être chaud. Pas de difficulté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis que ça, vraiment, c'est moteur aussi, tu vois. Moi, j'ai toujours eu ma daronne, genre en ligne de mire. En mode, attends, elle est pas née en France. Donc, elle est arrivée jeune en France. Elle a fait tout ça. Donc, moi, je suis là. Donc, je dis pas que l'idée, c'est pas de dire qu'il faut nécessairement galérer pour réussir, tu vois. Non, ouais. Mais l'idée, c'est que moi, en tout cas, quand je vois ma daronne, je me dis, putain, tout ce qu'elle a fait, mec, c'est que t'as quand même une sacrée marge de manœuvre. Tu vois, donc, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Tu peux y aller, ouais. Tu peux y aller, tu vois. Et moi, je te parle de ma maman parce que, voilà, c'est ma maman, tu vois. Mais en vrai, on a tous des exemples comme ça dans nos familles, tu vois. C'est maman, c'est oncle, parfois c'est un ami de la famille ou quoi, tu vois. Arrêtez d'aller, parce que ça va être mon côté daron. En fait, faut arrêter d'essayer il me semble, faut arrêter d'essayer d'avoir des exemples qui sont lointains en mode, ouais, je veux faire comme lui, je veux faire comme lui. C'est trop loin, frère. Pour moi, les exemples, ils sont autour de nous. Hein. Ils sont vraiment autour de nous. Donc moi je parle de ma daronne, mais on a tous des potes qui ont fait des trucs de ouf, tu vois. Nous à l'époque, le secteur A à Sarcelles, c'était un truc de ouf, mon gars. C'était en mode, c'était les grands, ils font de la zik. Et je voulais pas être rappeur, je sais même pas rapper, mon gars, tu vois. Mais ça te disait, putain, c'est des mecs qui sont autour de nous, qui ont quand même essayé de développer un truc, de faire un truc, tu vois. C'est marrant, Dinos, là, dans l'album qui vient de sortir, il a une phrase comme ça, il dit, ouais, tous les mecs du secteur A devraient être millionnaires. Et il dit ça, et il dit, j'apprends des erreurs de mes grands frères. Tu vois, c'est exactement le truc qu'il dit. De ouf. Et dans la life, c'est que ça. Après, c'est ça, n'ayez pas peur de vous casser la gueule, soyez à l'écoute. Et puis voilà, dans la vie, il n'y a pas que des erreurs, c'est que des apprentissages, quoi. Cette fameuse phrase-là, quoi. C'est que même si aujourd'hui tu t'es cassé la gueule, t'auras appris que le coup d'après, c'est un coup supplémentaire que t'as pour au moins te casser la gueule. Et puis franchement, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je sais que j'ai eu de la chance, en tout cas à mon échelle, hein, c'est que dans ma famille, tu vois, c'est que moi, j'ai eu des grands frères j'ai un grand frère et une grande sœur. Et franchement, ils ont essuyé les plâtres pour moi, tu vois.
tu vois, quand je te dis ça a été cool pour moi à l'école, etc., nanana, c'est parce que moi, en fait, j'avais des grands frères, un grand frère et une grande sœur. Eux, ils n'ont pas eu cette chance. C'est que mon grand frère voulait faire un truc, on l'a désorienté, tu vois. Ma grande sœur, pareil, on l'a désorienté. Par contre, quand c'était à mon tour, parce que je suis arrivé le 3e, j'ai bénéficié quelque part de cette expérience-là. Parce que quand il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire, mon grand frère il disait non, en fait, c'est pas ça que tu dois faire, parce qu'il est brillant, mon grand frère. Juste, il a pas fait le parcours qu'il fallait faire. Tu vois, c'est lui qui me disait non, en fait, là, c'est ça, tu vois. C'est vers là qu'il faut aller, etc. Tu vois, t'es un peu à l'écoute, et puis voilà, tu suis un peu la ligne, et puis vraiment, moi, j'ai des potes, moi, je suis content. Hein. Ils font des trucs de ouf. Quand je dis des trucs de ouf, c'est pas ils font des trucs qui brillent, qui cartonnent de ouf. C'est parfois qui sont intelligents, qui sont beaux, qui dans leur domaine respectif essaient toujours de développer un truc. Des fois c'est un petit mec qui a fait sa petite boutique, qui arrive à l'emmener loin. Moi j'ai des potes qui adorent dessiner, donc parfois ils dessinent dans leur coin, etc. Et j'ai mon cousin qui adore dessiner, mais qui est agent de sûreté à Roissy, tu vois. Moi ça, je trouve ça trop, ça, tu vois, ça m'anime, quoi, tu vois. Il y a vous aussi quelque part, tu vois, vous faites votre truc dans votre coin, vous développez, il y a Eki Casting, ce sera au podcast, bon les gens ne le savent pas là, mais en plus vous inventez pas non plus, vous faites vos petits trucs dans vos coins. Moi c'est des trucs que j'observe avec fascination, et vraiment je me dis ils font des trucs qui sont cool. Non, c'est gentil. Comment je peux faire pour aller dans ce truc là et de suivre un peu cette ligne, tu vois, et de la tenir et de le faire de la manière la plus juste possible. Et après et ça, je pense qu'on est tous dans ça aussi, et je pense que c'est aussi le sens de votre podcast, c'est qui est-ce que je peux emmener dans ce truc-là, quoi. 100%. Qui c'est que je peux emmener avec moi? Grave. Moi, j'y suis, mais qui c'est qui peut passer, tu vois? Une fois que la porte elle s'est ouverte. Ah ouais, à qui je peux give? Ouais, bien sûr. On essaye. Et c'est que ça, quoi. Give back. De ouf. Donc faites ça. C'est un super beau message de fin, je pense. Ouais, grave. Vous pouvez pas mieux finir On ne saurait mieux finir, c'est clair. Grave. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, Merci. c'est trop cool.